Salut à tous. Ils ont appelé cela le mercredi noir. Et quand vous entendrez ce qui s'est passé, vous comprendrez exactement pourquoi. Le 8 avril 2026, le monde a reçu quelque chose qu'il n'avait pas ressenti en 6 semaines de guerre. Un seul moment d'espoir. Les États-Unis et l'Iran avaient accepté un cessez-le-feu, les armes baissées, les bombes suspendues. Le Premier ministre du Pakistan s'est présenté devant les caméras et a annoncé au monde entier que l'accord couvrait, et je le cite, exactement partout, y compris le Liban et ailleurs. Le détroit d'Ormuz, ce goulet d'étranglement asphyxiant qui étranglait l'économie mondiale depuis 46 jours, devait rouvrir. 20 000 navires bloqués allaient enfin pouvoir repartir. Des familles à Beyrouth, qui vivaient sous les bombardements israéliens depuis le 2 mars, commençaient à faire leurs valises pour rentrer chez elles. Une femme nommée Rana, une réfugiée qui s'abritait sur le front de mer de Beyrouth, est restée éveillée toute la nuit avec sa famille. Ils se réjouissaient. « Nous allons rentrer chez nous », a-t-elle dit. « Nous allons enfin rentrer chez nous ». Ils riaient et pleuraient en même temps. Et puis les bombes sont apparues. Quelques heures après l'annonce du cessez-le-feu, pas des jours plus tard, pas après avoir laissé à l'encre le temps de sécher, mais dans le même cycle médiatique, Israël a lancé ce que sa propre armée a décrit comme la plus vaste frappe coordonnée de toute la guerre. Ils ont appelé cela l'opération Eternal Darkness. 50 avions de chasse de l'armée de l'air israélienne, 160 munitions, 100 frappes aériennes sur Beyrouth, le sud du Liban, la vallée de la Bika et la ville portuaire de Sidon. Le tout exécuté en 10 minutes, sans avertissement, à l'heure de pointe dans des zones commerciales et résidentielles densément peuplées du centre de Beyrouth. Des panaches de fumée noire se sont élevés au-dessus de la capitale libanaise. La Croix-Rouge libanaise a déployé 100 ambulances en même temps. L'un des plus grands hôpitaux de Beyrouth a lancé un appel d'urgence à tous les médecins de toute spécialité pour qu'ils se présentent immédiatement, car le nombre de victimes submergeait le système. Une travailleuse humanitaire à Beyrouth a déclaré à NBC News que c'était le chaos total. Elle a dit que les bombes frappaient des zones civiles sans aucun avertissement. Elle a dit qu'elle avait encore les oreilles qui bourdonnaient après une explosion qui avait touché un immeuble juste à côté du sien. Quand la poussière est retombée sur ce que le Liban allait officiellement appeler le mercredi noir, le ministère libanais de la Santé a confirmé qu'au moins 357 personnes avaient été tuées et plus d'1 millier blessés. Le président du Liban, Joseph Aoun, un homme qui avait salué l'annonce du cessez-le-feu quelques heures plus tôt, qui avait loué la médiation du Pakistan, de l'Égypte et de la Turquie, qui avait qualifié l'accord de premier pas vers la paix, a désormais qualifié ce qu'Israël avait fait de massacre. Une journée de deuil national a été décrétée, les écoles ont fermé et le cessez-le-feu censé mettre fin à la guerre est devenu l'étincelle qui a failli la relancer. Maintenant, j'ai besoin que vous compreniez quelque chose sur ce moment parce que ce qui s'est passé pendant ces heures n'est pas seulement une histoire géopolitique. C'est une histoire qui touche à la question la plus fondamentale des relations internationales. Que vaut réellement un accord si les parties ne s'entendent même pas sur ce qu'elles ont signé ? Car voici le fait extraordinaire que CBS News a confirmé en parlant directement aux diplomates impliqués dans les négociations. Au départ, Donald Trump avait inclus le Liban dans les termes du cessez-le-feu. Même Israël avait d'abord accepté ces termes. Et puis, à un moment donné, entre la poignée de main et l'annonce, quelque chose a changé. Le bureau de Netanyahou a rejeté la déclaration du Pakistan selon laquelle le Liban était inclus, avant même que les corps de l'opération Eternal Darkness aient été identifiés. Trump est passé à la télévision et a qualifié le Liban d'escarmouche séparée. JD Vance a dit que les Iraniens avaient eu un malentendu légitime, utilisant le mot légitime pour décrire un malentendu qui a coûté la vie à 357 personnes le jour même où la paix était censée commencer. Apparemment, dans l'orbite trumpiste, un cessez-le-feu peut rétrécir plus vite que la mémoire d'un porte-parole. Laissez-moi vous lire ce que le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Archi, a publié en réponse, parce que c'est cette phrase qui a fissuré tout le cadre du cessez-le-feu. Il a écrit « Les États-Unis doivent choisir entre un cessez-le-feu ou la poursuite de la guerre par l'intermédiaire d'Israël. Vous ne pouvez pas avoir les deux.
Le monde voit les massacres au Liban. La balle est dans le camp des États-Unis et le président du Parlement iranien, Mohammad Bagher Ghalib, a dit quelque chose d'encore plus tranchant. Il a déclaré « La profonde méfiance historique que l'Iran nourrit envers les États-Unis découle de leur violation répétée de toutes les formes d'engagement. » Un schéma qui, a-t-il dit, s'est malheureusement répété une fois de plus. Et puis il a prononcé les mots qui ont mis fin à toute prétention à un accord fonctionnel. Dans une telle situation, un cessez-le-feu bilatéral ou des négociations sont déraisonnables. Le cessez-le-feu était déraisonnable, dit publiquement, publié sur X. Le jour même où le cessez-le-feu était censé commencer, l'Iran a refermé le détroit d'Ormuz. Les 5 navires qui avaient traversé le premier jour du cessez-le-feu, 5 seulement, contre les 129 qu'ils franchissaient chaque jour avant la guerre, se sont arrêtés. La brève lueur d'espoir sur les marchés pétroliers mondiaux s'est inversée. Le Brent est remonté vers 100 $ le baril. Les marchés boursiers asiatiques ont effacé leurs gains. Et le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Abulgate, a dit publiquement ce que de nombreux gouvernements pensaient en privé. Israël cherchait obstinément à saboter l'accord de cessez-le-feu avec l'Iran. Pensez à ce que signifie cette accusation venant de la Ligue arabe. Pas de l'Iran, pas du Hezbollah. D'un organisme qui représente 22 États arabes dont la plupart entretiennent des relations compliquées et souvent hostiles avec Téhéran. Quand la Ligue arabe accuse publiquement Israël de détruire délibérément un cessez-le-feu, le terrain géopolitique a basculé d'une manière que Washington ne peut pas simplement ignorer ni maquiller. Emmanuel Macron a condamné les frappes israéliennes sur le Liban comme indiscriminées et a exprimé la pleine solidarité de la France avec Beyrouth. Le ministre français des Affaires étrangères, Barrett, a qualifié ces frappes d'inacceptables. La chef de la diplomatie de l'Union européenne et le ministre britannique des Affaires étrangères ont tous deux demandé que le Liban soit inclus dans le cessez-le-feu. Le ministre italien des Affaires étrangères a convoqué l'ambassadeur israélien à Rome et a averti publiquement que l'Italie ne permettrait pas que le Liban devienne un second Gaza. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a condamné l'attaque sans ambiguïté. Le haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme a qualifié les frappes d'horribles. Et le gouvernement américain, pendant tout ce temps, est resté remarquablement silencieux. Permettez-moi de le redire. Le gouvernement des États-Unis, le pays qui a négocié le cessez-le-feu, le pays dont la crédibilité dépend désormais du maintien ou non de cet accord, est resté remarquablement silencieux pendant que son allié lançait la journée de bombardement la plus meurtrière depuis le début de la guerre, le jour même où le cessez-le-feu était annoncé, dans un pays que le médiateur du cessez-le-feu disait explicitement inclus dans l'accord. Ce silence a été entendu dans le monde entier et il est interprété, à juste titre, comme le bruit de la crédibilité américaine qui se fissure. Pour des gens qui se vendent comme des maîtres de la force, ils se sont soudain révélés très éloquents dans le silence. Je veux maintenant aller plus loin sur la situation au Liban, parce que je pense que la plupart des spectateurs ne comprennent toujours pas pleinement ce qu'Israël y fait réellement et pourquoi cela compte si profondément dans la question de savoir si cette guerre se termine ou explose en quelque chose de bien plus vaste. Depuis le 2 mars, Israël mène des opérations militaires contre le Hezbollah au Liban. Plus de 1700 personnes ont été tuées au Liban depuis lors. Plus de 1200 000 personnes, soit un Libanais sur 6, ont été déplacées. Ces chiffres ne viennent pas du côté iranien ni du côté du Hezbollah. Ce sont les chiffres du propre ministère libanais de la Santé. Et le ministre israélien des Finances d'extrême droite, Bezalel Smotrich, a déclaré publiquement le mois dernier que la campagne au Liban devait se terminer par un changement fondamental, que la rivière Litani devait devenir la nouvelle frontière nord d'Israël. Des experts des droits humains ont averti que les ordres d'évacuation massifs et les nouvelles frontières de sécurité qu'Israël est en train de tracer pourraient constituer un crime de guerre. La destruction, selon les propres mots du ministre israélien de la Défense Katz, se fera selon le modèle de Rafah et Kunis à Gaza. Il l'a dit officiellement. Il a comparé ce qu'Israël entend faire au Liban à ce qu'il a fait dans 2 villes
palestinienne que la Cour pénale internationale est en train d'examiner. Ainsi, quand l'Iran dit que le Liban fait partie du cessez-le-feu, il ne fait pas un argument de procédure sur le langage d'un traité. Il se bat pour la survie de son plus puissant allié régional. Le Hezbollah n'est pas seulement un groupe armé pour Téhéran. C'est le pilier central de ce que l'Iran appelle l'axe de la résistance. C'est la dissuasion avancée de l'Iran contre Israël, c'est l'arsenal de missiles installé à la frontière nord d'Israël, dont l'existence a maintenu le nord d'Israël sous menace constante. J.D. Vance a qualifié de stupide le fait que l'Iran laisse les négociations échouer à cause du Liban. Il a dit le Liban n'a rien à voir avec l'Iran. Cette déclaration était tellement déconnectée de 40 ans de réalité géopolitique que des analyses de tout le spectre politique l'ont trouvé sidérant. Le Liban a tout à voir avec l'Iran. Le Hezbollah est l'investissement stratégique de l'Iran depuis 4 décennies. Au moment où l'Iran abandonne le Liban à la pression militaire israélienne sans se battre, toute son architecture régionale de dissuasion s'effondre. Chaque groupe relais, chaque allié, chaque partenaire de l'Irak au Yémen regarde le Hezbollah être démantelé et en tire la conclusion évidente que l'alignement sur l'Iran ne vous protège pas quand Washington décide qu'il veut vous voir disparaître. L'Iran ne peut pas se permettre que ce message se diffuse. Donc l'Iran se bat pour le Liban, même au risque de briser le cessez-le-feu, même au risque de relancer la guerre. Parce que, dans le calcul stratégique de Téhéran, une guerre qui continue vaut mieux qu'une paix qui abandonne le Hezbollah et laisse l'Iran stratégiquement nu dans la région qu'il façonne depuis 4 décennies. Et c'est là que la dimension d'effondrement mondial de cette histoire entre en jeu, parce que nous avons parlé des coûts humains et diplomatiques, mais je veux maintenant être très précis sur la dévastation économique qui s'accumule en temps réel et sur ce qui se passe si ce cessez-le-feu s'effondre complètement. Le détroit d'Ormuz transporte environ 20% de l'approvisionnement mondial en pétrole dans des conditions normales. Depuis le début de la guerre, le 28 février, le trafic maritime dans le détroit s'est effondré de plus de 90%. 20 000 navires sont bloqués dans le golfe Persique sans issue, pétroliers, méthaniers, navires transportant des engrais, porte-conteneurs transportant des produits manufacturés, tous restent à l'arrêt pendant que l'économie mondiale brûle ses réserves d'urgence et que le prix de tout ce qui circule par mer augmente de semaine en semaine. Le Brent a augmenté de 40% depuis le début de la guerre. À son pire moment, le 19 mars, le brut de Dubaï a atteint 166 $ le baril, le prix le plus élevé jamais enregistré dans l'histoire du commerce pétrolier. Les 32 pays membres de l'Agence internationale de l'énergie ont accepté à l'unanimité de libérer 400 millions de barils de pétrole de réserves stratégiques juste pour stopper l'hémorragie immédiate. Cela représente environ 4 jours de consommation mondiale, une mesure d'urgence conçue pour des chocs d'approvisionnement catastrophiques, déployés parce que la fermeture d'Ormuz entrait exactement dans cette catégorie. Le prix de l'essence en Californie a dépassé 5 $ le gallon. Les gouvernements européens se sont précipités pour trouver des routes d'approvisionnement alternatives qui existent à peine. Et l'Organisation des Nations Unies a dû négocier spécifiquement une exemption pour permettre aux navires transportant des engrais de franchir le détroit. Parce que l'approvisionnement alimentaire mondial, la nourriture réelle, les céréales et les cultures que mangent des milliards de personnes étaient menacés par une guerre dans le golfe Persique. La Corée du Sud, allié clé des États-Unis, pays qui abrite 28 000 soldats américains face à la menace nord-coréenne, l'un des plus grands importateurs mondiaux d'énergie du Moyen-Orient, avait 26 navires bloqués dans le Golfe, incapables de bouger. Séoul a dépêché un envoyé spécial à Téhéran pour négocier un passage sûr pour ces navires en parlant directement avec le ministre iranien des Affaires étrangères. La Corée du Sud, alliée des États-Unis par traité, négociant bilatéralement avec l'Iran pour obtenir la permission de faire passer ces navires dans une voie maritime que les bâtiments de guerre américains essayaient en même temps de contrôler. Cette seule image d'alliés américains contournant Washington pour conclure des accords avec Téhéran vous dit tout sur l'état de la crédibilité américaine à l'heure actuelle.
Il ne s'agissait pas de frais administratifs, il s'agissait de paiements directs au corps des gardiens de la révolution islamique en échange du droit de passage, dans ce que tous les cadres du droit maritime sur terre qualifient de voie navigable internationale. La Chine a négocié un accès groupé pour ses pétroliers. Les navires russes ont circulé librement. L'Inde, l'Irak, le Pakistan. Tout cela a été capté par des données de suivi visible de tous, parce que la Chine a décidé de tester le blocus et que l'Iran a laissé passer le navire. Le blocus américain, annoncé en grande pompe par Trump, le 13 avril, a été défié dès son premier jour par un navire chinois chargeant du pétrole iranien. La grande production trumpienne a duré jusqu'au moment précis où la réalité a refusé le scénario. Et voici le détail qui devrait empêcher de dormir ce soir chaque analyste de l'énergie et chaque responsable de chaîne logistique. Selon le Wall Street Journal et les rapports du commandement central des États-Unis, l'Iran a perdu la trace d'une partie des mines qu'il a posées dans le détroit. Au cours de l'opération frénétique de minage qui a fermé cette voie d'eau, l'Iran a posé tellement d'engins explosifs qu'il n'est plus en mesure d'en localiser pleinement les positions. Des destroyers de la marine américaine sont entrés dans le détroit d'Ormuz le 11 avril, officiellement pour des opérations de déminage, opérant dans des eaux que les États-Unis et l'Iran revendiquent tous deux, alors que les forces iraniennes menaçaient d'attaquer les navires avec des mines non localisées quelque part au fond d'un chenal de vin et un miles par lequel 12 à 15 millions de barils de pétrole sont censés passer chaque jour. L'Organisation des Nations Unies a confirmé que la fragilité économique mondiale provoquée par cette perturbation mettra des mois à se résorber, même si la paix est déclarée demain. Même si toutes les armes se taisent cette nuit, même si le détroit d'Ormuz rouvre entièrement demain matin, les analystes disent que les prix élevés du pétrole, les chaînes d'approvisionnement perturbées et la flambée des coûts d'assurance persisteront pendant des mois. Les engrais qui n'ont pas pu atteindre les exploitations pendant la saison des semis de printemps ne peuvent pas être semés rétroactivement. Les prix alimentaires qui ont explosé à cause des perturbations du transport maritime ne retombent pas automatiquement lorsque les navires recommencent à bouger. Les dégâts économiques provoqués par 46 jours de perturbations à Ormuz sont désormais intégrés à l'économie mondiale pour le reste de 2026, quoi qu'il arrive ensuite. Mais voici ce qui rend la situation véritablement catastrophique plutôt que simplement terrible. Le cessez-le-feu expire le 20 et 1 avril. C'est dans 6 jours. Les pourparlers d'Islamabad ont échoué après 20 heures. Le président du Parlement iranien a qualifié un cessez-le-feu bilatéral de déraisonnable. Les États-Unis ont annoncé un blocus naval des ports iraniens. Les forces armées iraniennes sont en alerte maximale. L'Iran utilise la fenêtre du cessez-le-feu pour dégager ses bases de missiles souterraines. Des images satellites confirmées le 10 avril montrent des camions-bennes déblayant les gravats à l'entrée des tunnels jour et nuit, reconstituant l'infrastructure de lancement même que 6 semaines de bombardement avaient tenté de détruire. Et Israël continue de bombarder le Liban chaque jour, sans aucun signe qu'il entend s'arrêter. Si le cessez-le-feu s'effondre le 20 et 1 avril, la guerre ne reprendra pas là où elle s'est arrêtée. Elle reprendra avec un Iran qui aura profité du cessez-le-feu pour reconstituer partiellement sa capacité de missiles. Elle reprendra avec un détroit d'Ormuz déjà miné et sous contrôle iranien. Elle reprendra avec un pétrole déjà proche de niveaux records et des réserves d'urgence déjà entamées. Elle reprendra avec 20 000 navires déjà immobilisés. Elle reprendra avec des alliés américains qui auront déjà conclu des accords bilatéraux avec Téhéran, fracturant encore davantage la coalition. Elle reprendra avec une Union européenne publiquement en désaccord avec Washington sur le Liban. Elle reprendra avec la France, l'Italie, le Royaume-Uni et l'Espagne, déjà officiellement en train de condamner des actions israéliennes que les États-Unis ont refusé de condamner. La seconde phase de cette guerre, si elle a lieu, se déroulera dans un environnement diplomatique bien plus fragmenté que la première. Et dans un marché pétrolier déjà poussé au bord de ce que les économies mondiales peuvent absorber sans déclencher de récession. Laissez-moi maintenant vous dire quelle est la chose la plus importante qui est en train de se produire et que presque personne ne couvre assez fortement. Pendant que le monde se dispute pour savoir si le Liban est dedans ou dehors du cessez-le-feu, l'Iran gère une crise intérieure d'une ampleur extraordinaire. La République islamique n'est plus le même gouvernement qu'au 27 février 2026. Qam est mort. Al-Ilariani est morte. Le chef de l'organisation du renseignement des gardiens de la Révolution, le major général Majid Kadmi, a été tué dans une frappe conjointe américano-israélienne le 6 avril.
Les infrastructures nucléaires iraniennes ont été dégradées. L'économie était déjà sous une forte pression des sanctions avant même la première bombe, et 46 jours de guerre l'ont aggravée de façon catastrophique. Les manifestations iraniennes qui ont commencé en janvier 2026, une répression qui, selon des organisations de défense des droits, a fait des milliers de morts, avec un pays exécutant en moyenne 4 à 5 personnes par jour tout au long de 2025, avait créé une population déjà à la limite de sa tolérance envers le régime, et pourtant le gouvernement n'est pas tombé. Les missiles ont continué à partir. Le détroit est resté fermé. Les négociateurs sont allés à Islamabad et sont repartis. Il y a une raison à cela que les analystes occidentaux sous-estimant systématiquement, et c'est la même raison pour laquelle les planificateurs militaires américains sont systématiquement surpris lorsque des régimes adverses ne s'effondrent pas selon le calendrier prévu. La République islamique, malgré tous ses dysfonctionnements internes et son impopularité publique, possède une chose qui la maintient cohérente sous pression: un ennemi extérieur. La guerre avec l'Amérique et Israël n'a pas affaibli la légitimité intérieure du régime, elle l'a à bien des égards renforcée. Des manifestants pro-gouvernementaux se sont rassemblés à Téhéran après l'annonce du cessez-le-feu, agitant des drapeaux iraniens et scandant des slogans. Le régime a pu présenter 6 semaines de bombardements catastrophiques comme la preuve de sa thèse de la résistance, que l'Iran, seul face à l'alliance américano-israélienne, a tenu bon, que la superpuissance et son allié n'ont pas pu bombarder la République islamique jusqu'à la soumission, que l'Iran a imposé un cessez-le-feu. Les médias d'État iraniens ont présenté cela comme les conditions iraniennes d'une capitulation, c'est-à-dire la capitulation de l'Amérique. Cette lecture, aussi unilatérale soit-elle, a une force politique intérieure dans un pays dont l'identité nationale s'est construite depuis 47 ans autour de la résistance à la pression américaine. C'est le piège stratégique fondamental dans lequel Washington s'est engagé et dont il semble incapable de voir l'issue. Chaque bombe qui tombe sur l'Iran renforce le récit intérieur du régime. Chaque mort civile à Téhéran, à Isfahan ou à Machar devient une affiche de recrutement pour les gardiens de la révolution. Chaque négociation ratée que le gouvernement iranien peut attribuer à la mauvaise foi américaine, et le fiasco libanais du 8 avril lui a donné un argument très facile à faire valoir, consolide la position du régime auprès de la partie de la population iranienne déjà sceptique envers les intentions américaines. On ne peut pas bombarder un gouvernement jusqu'à provoquer son effondrement intérieur si le bombardement lui-même devient son meilleur argument pour expliquer pourquoi la population a besoin de lui pour survivre. Pendant ce temps, et c'est la dimension que la presse financière mondiale commence seulement à intégrer pleinement, la perturbation du détroit d'Ormuz n'est pas seulement une histoire de pétrole. C'est une histoire de nourriture. C'est une histoire d'engrais. L'Organisation des Nations Unies a négocié une exemption spécifique pour permettre aux navires transportant des engrais de franchir le détroit pendant la saison des semis de printemps. Cette exemption est arrivée des semaines après le début de la perturbation, alors que la fenêtre de plantation dans certaines régions agricoles s'était déjà en partie refermée, les prix mondiaux des engrais ont explosé, les coûts des intrants agricoles en Asie du Sud, en Asie du Sud-Est, en Afrique de l'Est et en Amérique latine, des régions déjà confrontées à des pressions sur la sécurité alimentaire avant même le début de cette guerre, ont fortement augmenté. Le Programme alimentaire mondial a averti que les perturbations des chaînes d'approvisionnement liées à la crise d'Ormuz auront des conséquences sur la sécurité alimentaire bien au-delà de la fin du conflit. Des pays qui ne peuvent pas supporter simultanément des prix records du pétrole, des prix records des engrais et des primes d'assurance maritime records sont poussés dans des urgences économiques qui engendreront leur propre instabilité politique, leur propre flux de réfugiés, leur propre crise intérieure, entièrement séparément de la confrontation militaire dans le Golfe Persique. Le plus grand effondrement mondial que cette guerre menace n'est pas un effondrement militaire. C'est une cascade économique, une chaîne de conséquences qui commence avec une bande d'eau de vin et un Miles dans le Golfe Persique et se termine par des pénuries de céréales en Afrique subsaharienne, des crises énergétiques en Corée du Sud, des avertissements de récession
en Europe et une instabilité politique dans des pays que la plupart des gens ne sauraient pas situer sur une carte, mais qui représentent collectivement des milliards d'êtres humains dont la vie est directement affectée par une guerre qui n'ont joué aucun rôle à déclencher. Je veux terminer avec la question à laquelle personne au pouvoir ne répond honnêtement, parce que je pense que vous méritez une réponse honnête, même si elle est inconfortable. Existe-t-il réellement un chemin vers la paix ici ? Existe-t-il un accord qui fonctionne pour les deux camps ? Regardez ce que Washington exige. Mettre fin à l'enrichissement, démanteler les installations nucléaires, livrer l'uranium hautement enrichi, cesser de financer les groupes relais, ouvrir Hormuz librement. Regardez ce que Téhéran exige. Lever toutes les sanctions, libérer les avoirs gelés, conserver les droits à l'enrichissement, maintenir la souveraineté sur Hormuz, cesser de bombarder le Liban, payer des réparations de guerre. Il n'existe aucun diagramme de Venn dans lequel ces positions se chevauchent. Il n'existe aucun compromis qui donne à l'Amérique ce qu'elle était venue chercher dans cette guerre et laisse en même temps à l'Iran quoi que ce soit qui juge digne d'être sauvé. Ce qui se passe réellement dans des situations comme celle-ci historiquement, lorsque deux camps sont aussi éloignés l'un de l'autre et ont tous deux convaincu leur opinion publique qu'ils sont en train de gagner, c'est l'une de trois choses. Soit l'un des deux camps manque de capacité pour continuer à se battre et accepte des conditions qu'il n'aurait jamais acceptées volontairement, soit une tierce partie intervient avec suffisamment de levier sur les deux camps pour imposer un compromis que ni l'un ni l'autre ne voulait, soit la guerre continue, s'enlise, s'aggrave, consume toute, jusqu'à ce que les coups deviennent si insupportables que les populations des deux camps obligent leur gouvernement à s'arrêter indépendamment des calculs stratégiques. En ce moment, nous voyons ces trois dynamiques se déployer simultanément. L'Iran reconstitue sa capacité militaire pendant le cessez-le-feu, en pariant qu'il n'est pas à bout. Le Pakistan tente désespérément d'être le point d'appui d'une tierce partie. Mais le Pakistan n'a pas suffisamment de poids économique ou militaire pour contraindre ni Washington ni Téhéran. Et les coûts pour l'économie mondiale, pour les civils libanais, pour les civils iraniens, pour les militaires américains, pour les 20 000 navires remplis de biens dont le monde a besoin, deviennent de plus en plus insupportables de jour en jour. 6 jours. Le cessez-le-feu expire dans 6 jours. Le président du Parlement iranien a qualifié les négociations de déraisonnables. Le détroit d'Ormuz est partiellement soumis au blocus des États-Unis et partiellement contrôlé par l'Iran au même moment, avec des mines non localisées quelque part sur les fonds marins. Israël continue de bombarder le Liban. Les bases de missiles iraniennes sont en train d'être dégagées des gravats. Et quelque part, dans les canaux diplomatiques de l'ombre que nous ne pouvons pas voir, le Pakistan essaie d'organiser un second cycle de pourparlers avant le 20 et 1 avril. Parce que tout le monde, de tous les côtés, y compris ceux qui appuient sur la gâchette, sait ce qui se passera si ces pourparlers n'ont pas lieu. Le plus grand effondrement mondial désormais imminent n'est pas une prédiction. C'est la description du bord de la falaise sur lequel le monde se tient en ce moment même, aujourd'hui, en temps réel. Chaque jour où le Liban brûle et où Hormuz reste étranglé et où le cessez-le-feu tient par un fil encore plus fin que celui auquel il tenait déjà, chacun de ces jours rapproche le monde d'un résultat que personne parmi ceux qui ont modélisé l'économie, les trajectoires d'escalade militaire et les pressions politiques intérieures en Iran, en Israël et aux États-Unis ne souhaitent réellement. Le mercredi noir a été le coup de semonce. Le monde l'a entendu. La question est de savoir si ceux qui ont les doigts sur la détente l'ont entendu eux aussi. Et la réponse à cette question s'écrira dans les 6 prochains jours. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Plume Pratique vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt